Bonjour. Dans les transactions, vous avez l'habitude de soumettre le montant de la transaction à charge sociale lorsque la somme de l'indemnité conventionnelle ou légale que vous versez aux salariés à l'occasion de la rupture et des dommages et intérêts complémentaires dépasse 2 passes. Bon, le jeu de mots est facile, 2 passes, c'est-à-dire 2 plafonds annuels de sécurité sociale. Eh bien, figurez-vous que la Cour de cassation vient d'ouvrir une porte, et c'est rare, et assez rare pour être souligné, en considérant que si on est dans du préjudice autre qu'un préjudice lié à la rupture, il n'y a pas lieu de soumettre à charge sociale l'indemnité transactionnelle, et ce, sans limite de montant. Alors, je vois bien les petits malins qui vont se précipiter sur une rédaction parlant de toute autre chose que la rupture et essayer de considérer que désormais toutes les transactions sont faites sur de l'exécution du contrat de travail, les conditions du code de vie du salarié, son stress lorsqu'il était au boulot, le harcèlement éventuel dont il a été, dont il pense ou prétend avoir été victime, etc., etc., pour essayer de maximiser la somme qui sera ensuite versée sous la forme donc transactionnelle à leur client, le salarié. Mais vous qui êtes employeur, faites attention. Il y a deux écueils qu'il faut absolument éviter. Le premier, c'est de manière tout à fait artificielle de basculer l'essentiel, voire la totalité d'une indemnité sur des préjudices autres que ceux liés à la rupture, juste pour obtenir l'exonération de charges sociales. Ça se verra d'une façon absolument évidente comme le nez au milieu de la figure. Et là, vous risquez quelque chose qu'on appelle l'abus de droit, avec des sanctions par l'URSSAF qui sont majorées. Donc, c'est peut-être quand même à éviter. Accessoirement, en faisant cela, vous allez fragiliser votre transaction sur la partie rupture, puisqu'évidemment, si une quote-part trop faible de la transaction est allouée à la part liée à la rupture, eh bien, le salarié pourra un jour remettre en cause cette transaction en considérant que la contrepartie, ce qu'on appelle la contrepartie de la transaction, est dérisoire et qu'à ce titre, la transaction est susceptible d'être annulée en justice. Donc vous seriez allé de Caribe en Silla. Voilà. Donc 3 choses à retenir. Premièrement, lorsque votre transaction ne porte que sur un préjudice lié à la rupture, ce sera chargé au-delà de 2 plafonds annuels de sécurité sociale. Deuxièmement, si ça porte pour partie sur la rupture et pour partie sur d'autres préjudices, identifiez-les bien entre le préjudice rupture, le préjudice autre, et troisièmement, faites une répartition qui soit aussi raisonnable que possible entre les deux typologies de préjudice. Enfin, il n'est jamais inutile de mettre dans la transaction une clause précisant ou prévoyant la façon dont se passera éventuellement la relation entre les parties si d'aventure, à l'occasion d'un contrôle URSSAF de l'entreprise, cette jurisprudence de la Cour de cassation, qui donc date du 30 janvier, donc qui est toute récente et ne sera peut-être pas confirmée dans le futur, eh bien si d'aventure cette jurisprudence est renversée par la Cour de cassation et que donc l'employeur se retrouve à devoir payer des charges sociales sur la somme qui a été versée, comment réglera-t-on les relations entre le salarié qui est parti et l'entreprise? Tout ça peut s'organiser dans une transaction à l'avance. Voilà, au revoir.